Bonjour Robert de Kellen. C'est un vrai plaisir de t'accueillir en tant qu'invité aujourd'hui. Euh, Plaisir parce que tu as été un de mes maîtres dans plusieurs formations que j'ai suivies à l'Institut de coaching international et tu m'as beaucoup apporté et ça fait évoluer la manière de ma prise en charge en tant que médecin et en tant que thérapeute et en tant que coach aussi, puisque j'avais fait des formations de coach. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir pour plusieurs raisons et puis de pouvoir faire plus ample connaissance sur ton parcours et puis aussi sur les charges émotionnelles que tu as pu subir lors de ton parcours et puis comment toi, tu as pu les gérer, si tu avais des outils ou pas, ou si tu allais les chercher quelque part. Et puis, comment toi, tu gères le stress, comment tu gères une émotion inconfortable. J'imagine que tu as dû en avoir au cours de ton chemin. Je te présente. Donc, tu es coach certifié de l'Institut de coaching international qui est à Genève, consultant international en management interculturel et transformation des organisations par la voie de l'intelligence collective. Tu accompagnes des dirigeants et leurs équipes dans les environnements complexes et à fort enjeu. Tu as un parcours de 25 années d'expérience opérationnelle du management et de la communication d'entreprise en France, en Afrique, en Asie et en Grande-Bretagne. Ce qui t'a amené à pratiquer diverses formes de leadership et d'organisation. Tu as publié un livre en 2017 aux éditions AFNOR, Alice au pays des projets, un livre destiné aux directeurs de projets en environnement interculturel et complexe, et je crois qu'il a été co-dirigé avec David Poliquet. Et puis, tu as un deuxième livre qui va sortir prochainement en février 2021. Et si on essayait l'intelligence collective, qui sortira aux éditions Le Duc. Voilà. On peut te retrouver sur un site internet, sur différents groupes Facebook et puis sur Link. Voilà, pour ceux qui ont envie de te retrouver. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation rapide? Oui, le site s'appelle Liwanag, Liwanag, qui signifie la lumière en tagalog, qui est la langue des Philippines. Très bien. Un pays qui m'est très cher. Tu as dû y passer beaucoup de temps, je crois. Effectivement, oui. Ouais. Très bien. Et justement, à ce propos, est-ce que tu peux me raconter en quelques phrases les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Parce que tu as un parcours qui, professionnellement, est très riche. Et puis, on peut se demander où on va chercher toute cette énergie pour rebondir, repartir, redévelopper, se modifier et puis avancer. Comment tu peux me... Je vais peut-être parler du premier, le premier grand départ, février 2000, le moment où je quitte la France pour Singapour. Et je pars littéralement de l'inconnu. J'avais un contrat, mais voilà, j'avais résilié mon appartement, mon job, enfin, coupé toutes mes attaches en France. Et sans savoir est-ce que ça allait marcher, pas marcher. Et voilà, j'étais très attiré par l'Asie. J'avais envie de vivre cette expérience. Et vraiment bien m'en a pris. Je crois que c'était une des meilleures décisions que j'ai prises, quoi. Et donc de surmonter effectivement cette peur de l'inconnu que chacun peut avoir, mais aussi de céder à l'attraction de la nouveauté et cet immense espace culturel qui s'ouvrait. Voilà, c'était toute une région, hein. Singapour est un petit pays, mais j'étais en charge de tout ce qui était la coordination de 15 pays d'Asie-Pacifique pour un des départements que j'étais. Voilà, c'était pas mal. Et ce premier jalon était très important parce que c'était mon premier grand choc interculturel. Donc la rencontre avec des cultures asiatiques, d'autres façons de travailler, plusieurs cultures en même temps. Et alors, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai eu droit très vite à des formations, justement sur le management situationnel, le management interculturel, etc. Ça a été vraiment une expérience formidable.
Et puis les climats, les cultures, enfin tout. Et puis, 3 ans après, donc le deuxième saut, qui était le départ aux Philippines, où là, c'était une entreprise, enfin, c'était une aventure entrepreneuriale, puisque j'ai pris des parts dans la société, qui était aussi une boîte de relations publiques. Et là, ce qui était formidable, c'était la liberté de réinventer complètement, avec l'accord des actionnaires, de vraiment réinventer le business model, et puis surtout le modèle éthique aussi. Je pense que ça a été un point important dans le parcours, parce qu'on a vraiment reconstruit cette, qui était au début, c'était un organisateur d'événements, quoi, disons. Et on l'a réorganisé autour du thème des relations avec les parties prenantes, de la confiance, de la vérité, enfin, un certain nombre de valeurs très très fortes comme ça. Et en plus, on a fait école. Et ça, j'ai adoré l'idée que des jeunes concurrents commencent à venir imiter nos façons de faire, même nous piquer, nos directeurs de clientèle. Bon, je me suis dit, ça, c'est chouette que la greffe est en train de prendre. C'était vraiment super. Et on a même télétravaillé jusqu'au ce qu'on appelle le country branding, c'est-à-dire l'image de marque et la réputation du pays, quoi. Ça, c'était une action bénévole que j'avais menée avec l'entreprise où j'étais. Bon, 5 années aux Philippines, absolument transformateur, de tout point de vue mental, émotionnel, même physique, parce que le climat est complètement différent. Et des amitiés très fortes qui sont encore là aujourd'hui, hein, des amis que je revois encore, ou avec qui on est en relation en tout cas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, voilà, ma soif d'Asie, mon désir d'Asie a été vraiment pleinement assouvi là-bas, même si je n'ai pas pu visiter tous les pays. Mais clairement, et ça m'a mis aussi quelque part sur le coaching, d'abord via la formation, puisqu'il fallait former des équipes, parce on augmentait enfin, très très rapidement, on est passé de 5 à 50 personnes en 3 ans, et puis 80, puis 100. Très forte croissance, il fallait embaucher des gens, les former, donc activité à la fois de manager, de coach, de mentor, tout ça en même temps. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là. J'ai pris goût à la transmission, en fait, et puis ce que j'appelle un peu l'ingénierie de la transmission, l'ingénierie pédagogique à ce moment-là. Tout en développant voilà, des nouvelles approches du métier où j'étais. Donc, point de vue développement personnel aussi, début de la méditation, cette époque-là, j'ai rencontré des personnes spirituellement très, très avancées, dont une amie qui est toujours, enfin, qui est vraiment très proche, au moins par le cœur, qui est une femme absolument extraordinaire, qui fait beaucoup pour la cause des femmes en Asie d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y aurait beaucoup, mais rencontre aussi avec le coaching, parce qu'au moment où j'avais décidé de rentrer en France, en fait, je suis tombé sur un article de la revue des expatriés français aux Philippines qui disait bah, vous savez, attention, revenir au pays, c'est pas si évident, personne ne vous attend. Vous croyez que vous avez vécu des choses formidables, en fait, ça n'intéresse absolument personne, surtout que les Français sont pas un peuple très curieux. Voilà, on va dire, c'est triste à dire. Euh, pas d'une très grande ouverture. Et puis, bon, voilà, il faut vous préparer un mois de coaching. Je dis, ah bon, alors je me suis précipité dans une librairie, je suis allé chercher des livres de développement personnel. Ah, mais c'est bien cette discipline, c'est bien cette approche. Alors j'ai commencé à travailler, enfin tout ce qu'on fait dans un parcours de coaching, mais tout seul, hein, j'avais pas de coach, donc les valeurs, les ressources, etc., tout le truc, développer son réseau. Et donc quand je suis rentré en France, donc début 2007, c'était vraiment très intéressant parce qu'effectivement j'ai rebondi tout de suite, retrouvé le travail, je suis reparti en Angleterre, revenu en France. Bon, voilà, il y avait cette idée-là de vivre sa vie comme un projet ou une suite de projets. Et c'est à partir de ce moment-là que ce pli a été pris quelque part. Jusque-là, j'avais bon, un peu des projets, des opportunités, mais ce n'était pas vraiment organisé, structuré. À partir de ce moment-là, vraiment, ça l'est devenu. Et puis, un autre grand saut, ça a été en 2010, quand j'ai décidé de quitter le salariat, de quitter le monde des relations publiques, de changer de métier, de me réinventer. Et j'ai eu la chance à ce moment-là voilà, j'avais un ami qui m'avait aiguillé vers une association qui s'appelle Avara, qui regroupe des gens qui soit sont entre deux jobs ou veulent changer de voie et autres. Il y avait 3 coachs qui m'ont parlé du coaching, avec des étincelles dans les yeux, et qui m'ont vraiment donné envie quoi, de pratiquer ce métier. Voilà, beaucoup de passion. Donc, tout en continuant à faire ce que je faisais, qui était la communication de crise, je me suis inscrit donc, à l'Institut coaching international et tout de suite, quand j'ai fait un petit peu une sorte de petite recherche, j'ai vu qu'ils avaient la formation sur l'appreciative inquiry, qui était une approche qui me parlait beaucoup, très centrée sur l'intelligence collective, qui m'intéressait déjà énormément. Et donc, j'ai fait dans la foulée la certification coaching, la PNL, Master PNL, et donc l'appreciative inquiry, que j'ai commencé à pratiquer immédiatement.
J'ai pratiqué en France, j'ai pratiqué aux Philippines parce que je retournais régulièrement là-bas, j'avais beaucoup de missions, régulièrement ils me font revenir, au Maroc, en Tunisie, je me suis aperçu que c'était absolument extraordinaire cette méthode qui fonctionnait sur 3 continents, quoi. Voilà, et puis pendant ce temps-là, je développais ma pratique interculturelle, le management, je me suis formé formellement, si je puis dire, à la gestion de projet aussi, donc j'accompagne beaucoup de directeurs de projet maintenant. Mhm. Et petit à petit, voilà, je développais aussi la voie de l'intelligence collective, donc ce chemin-là se faisait. Donc une expérience entrepreneuriale aussi, bon, et puis qui s'est arrêtée au bout de quelques années parce qu'il y avait des visions qui n'étaient pas accordées entre les différentes personnes, entre les fondateurs. Mais ça m'avait quand même bien fait avancer, donc c'était vraiment intéressant. Et puis, bon, travail toujours continuer sur le coaching, travail sur le plan spirituel, travail sur l'intelligence collective. Enfin, voilà, tout ça avançait, je dis, un petit peu de concert. Et puis, il y a eu donc un premier choc émotionnel en 2014, 1er octobre. J'ai appris brutalement le décès en fait, de mon fils adoptif. Je l'ai appris de façon assez affreuse quoi, à travers les réseaux sociaux. Bon, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je ne souhaite à personne. Mm. Donc il fallait que je trouve des moyens de résilience et heureusement j'ai la chance d'avoir cette fibre de résilience en moi qui fait que j'ai toujours rebondi, repartir de l'avant. Et j'avoue que ça m'a pris pratiquement 2 ans pour faire ce deuil parce que c'était la transmission, enfin, il y avait voilà, une tension qui était très forte et qui se trouvait pulvérisée du jour au lendemain en plus. Et beaucoup de choses m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des thérapeutes qui m'ont aidé, il y a des coachs, etc. La musique aussi. Et j'avoue que la musicothérapie, quelque chose que je recommande absolument. C'est vraiment c'est un accompagnement que j'allais dire tout le monde peut s'offrir. Et vraiment, ouais, c'est très très bien. Après ça, bon, bien sûr, des voyages, les contacts avec la nature. Un renouvellement, ma vie est un renouvellement permanent. Je rencontre des personnes absolument passionnantes tout le temps. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça apporte ce renouvellement-là, tout en restant fidèle aussi. Hein, mais je pense que dans un parcours, c'est pas mal d'avoir cette chance-là de faire des belles rencontres. Notamment à travers l'Institut du coaching, puisque c'est là que j'ai rencontré mon premier co-auteur, David Colliquet. Nous avons écrit ensemble ce très beau livre, donc Alice au pays des projets. Et vraiment, c'était une belle expérience de rédaction en intelligence collective parce qu'en fait, on a commencé à écrire ensemble alors qu'on ne s'était jamais rencontrés dans la vraie vie. On ne se connaissait que en mode virtuel, en fait. Et on a travaillé pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il vienne à Paris. Là, on s'est enfin rencontrés. Et vraiment un grand plaisir. Donc, je lui rends hommage parce que, en fait, c'est pas si facile de travailler à plusieurs sur un projet. Voilà, deuxième choc émotionnel, ça a été la maladie puis le décès de ma mère en novembre 2017. Et juste d'ailleurs, pratiquement une semaine avant la sortie de Alice au pays des projets. Et alors là, bon, plusieurs choses m'ont beaucoup aidé, et notamment la rencontre de Christine Marsan et du parcours Altercop que j'ai commencé très rapidement, en février, janvier, je crois, plutôt 2018. Et vraiment, je tiens à signaler la qualité des apports de ce parcours, à la fois par Christine Marsan a une capacité à faire venir des intervenants absolument extraordinaires. On a vraiment eu des gens, Pablo Servigne qui n'était pas encore une star, on a eu un frère bénédicte franciscain qui nous expliquait l'intelligence collective dans un chapitre de moine, on a eu des psychologues, des biologistes, des généraux qui discutaient la paix dans des conflits, des gens comme ça. Bon. En même temps, bien sûr, des exercices pratiques, très très beau, et une capacité à tisser ensemble les différents domaines, en fait, hein, les connexions avec les énergies, avec les gens autour de soi, la délicatesse de la communication. Voilà. Les apports de Christine Marsan sont très riches et très subtils. Et là, c'était vraiment aussi la découverte un peu d'une nouvelle famille de praticiens, de gens passionnants et passionnés, avec qui je suis toujours en contact régulièrement. Et donc, encore une fois, ce clou, j'ai envie de dire, de l'intelligence collective, alors que j'enseigne aussi maintenant, aussi à Paris 3, donc là aussi de nouveau des belles rencontres, parce que tous les ans, j'ai des promos avec une quarantaine d'étudiants, et donc on pratique ensemble. J'espère que cette année, on pourra le faire encore en présentiel et qu'on ne va pas être obligé de le faire en virtuel. Et c'est un véritable petit laboratoire avec des gens qui ont fait des expériences, on vit vraiment des moments d'une grande intensité sur quelques journées comme ça.
Voilà, donc ce parcours-là, très beau parcours, Altercom, donc pédagogie de l'altérité et de la coopération. Et pour moi, ces mots vraiment résument deux choses qui me sont très chères. L'altérité, bien sûr, l'interculturel, la rencontre de l'autre, chose qui est fondamentale pour moi parce que je suis un passeur, je suis un connecteur de culture et de diversité depuis toujours. Et donc là, je mets aussi l'intergénérationnel, enfin, tout ça, c'est important. Et puis donc la coopération, parce que la coopération, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'est pas si simple. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de la transition qui veulent comment dire, aller vers une nouvelle société et ils sont repris par le facteur humain et les petits égocentrismes et les petites bisbilles, etc. Mm. Et on voit que si on ne soigne pas l'humain, le collectif, ça ne marche pas non plus. Ça marche. Il faut travailler ses ombres, il faut sculpter ses ombres et sa lumière, en fait. Hein. Il faut aussi trouver ses emboîtements avec l'autre et que ça fonctionne. Poser un cadre. Enfin, la méthodologie, c'est vraiment important. On ne peut pas que compter sur la bonne volonté. Il faut de l'ingénierie, j'ai presque envie de dire. Il faut vraiment y aller. Il faut de la rigueur hein, pour que tout ça, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que je travaille sur plusieurs groupes, sur Facebook, le groupe de facilitateurs, facilitatrices, le groupe Éclore, etc., unité en diversité sur la spirale dynamique. Et alors ça, c'est mon nouveau dada depuis 3-4 ans. J'y suis venu par l'interculturel et par une rencontre avec Aurore Lafougère, pardon, qui est aussi d'ailleurs coach certifié ici. Je ne sais plus, vous étiez peut-être dans la même promo. Enfin, j'avais formé un moment, et puis de élève, elle est devenue co-facilitatrice, je dirais. Et donc, on a fait pas mal d'interventions ensemble sur l'interculturel. Et puis, donc, elle m'a ouvert le monde de la spirale dynamique, qui pour moi est une grille de représentation de l'évolution à la fois des individus et des sociétés, qui articule les deux ensemble de façon extrêmement cohérente, qui permet de donner du sens au bouleversement incroyable que nous vivons actuellement. Enfin, c'est l'un des modèles, je pense, qui nous aide à trouver justement, trouver des ressources. Oui, à éclairer, à donner un peu du sens à ce que nous vivons qui est douloureux. J'en suis vraiment conscient pour beaucoup, beaucoup de gens. Et je dirais, enfin, pour moi aussi, cette année 2020 a été vraiment très, très difficile. Voilà, j'ai dû faire et je devrais faire encore d'autres deuils, des nouveaux deuils. Ça. Pas seulement de gens, mais de lieux, de représentation, enfin, de choses dont on croit qu'elles constituent notre identité et on s'aperçoit que notre identité, c'est autre chose que cela, justement. C'est une réinvention perpétuelle, mais alors, je me dis parfois, mais comment font les gens qui ne sont pas accompagnés et qui n'ont pas tous ces outils? Parce que je comprends vraiment qu'il y a des gens qui craquent et autour de moi, j'en ai vu craquer. J'ai vu des gens faire vraiment des actes autodestructeurs. Il faut les comprendre parce que c'est vraiment très difficile pour tout le monde ce qui se passe actuellement. Mais le message que j'ai envie de donner, et je vais conclure sur ça, c'est d'abord, il y a de la lumière, heureusement. Il y a plein de gens qui font plein de choses merveilleuses, formidables. J'en rencontre tous les jours. Il se passe des choses extraordinaires, y compris sur des groupes Facebook, des gens qui travaillent vraiment, qui creusent, qui vont sur le fond, qui sont d'une générosité aussi extraordinaire avec leur temps, avec beaucoup de choses. Donc, on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais cette année tellement difficile pour beaucoup de gens, elle est en ce moment porteuse d'un accouchement de quelque chose peut-être de magnifique qui est en train d'arriver aussi. On peut espérer. En tout cas, il y a effectivement beaucoup de souffrance, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions et qui cherchent et qui essayent d'avancer pour apporter des solutions, des soulagements aux personnes qui souffrent. Enfin, voilà, ce que je me demandais, c'est si cette période de confinement, parce qu'on trouve pendant cette période de confinement et de déconfinement, en fait, beaucoup d'interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue, désociabilisation. Ouais. Et je me demandais en fait si ça allait apporter de nouveaux concepts d'accompagnement de ces personnes-là, ou si on avait déjà des concepts et qu'ils allaient être adaptés. Et quand tu me parles de spirale dynamique, en fait, ça, et d'intelligence collective, ça me parle parce que je pense que tout ça, tout mis ensemble, on peut arriver à accompagner les gens peut-être différemment que ce qu'on faisait auparavant.
C'est une de mes Oui, tout à interrogations et fait. de réflexion. Ouais. Je confirme absolument. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que vraiment, aussi bien du point de vue de la pédagogie que du coaching, moi j'ai tout réinventé depuis un an, enfin depuis le mois de mars, mais Mm. vraiment tout. Je crois que je n'ai pas laissé une pierre qui ne soit pas retournée dans ce champ. Euh, mais vraiment, enfin, les accompagnements de coaching, oui, en incluant de plus en plus des dimensions, y compris énergétiques, y compris Mm. spirituelles, en travaillant l'écoute aussi avec de nouvelles approches. Et parce que les gens sont aussi ouverts à ça de plus en plus. On fait un coaching managérial et tout d'un coup, on va travailler une émotion. Mm. Et c'est ouvert, c'est OK, la personne est hyper réceptive. On est sur du collectif et tout d'un coup se crée un climat de bienveillance, tout d'un coup se crée quelque chose où les gens commencent à se raconter des choses quoi, et osent craquer les uns devant les autres, mais tout d'un coup deviennent aussi justement enfin, d'une solidarité fantastique. Je parlais du modèle de la spirale dynamique et là avec trois amis, on est en train de créer Emergy, qui est un nouveau cabinet justement à la fois de formation, accompagnement, atelier, etc. Et on crée ce qu'on appelle les coopératives où les gens apportent des sujets et on travaille ensemble en mode un peu comme une sorte de co-développement mais spiralier. Et oui, ça amène énormément de choses par la compréhension des différents modèles culturels, des modèles de valeurs des uns et des autres. Et du coup, je pense une meilleure facilitation de l'altérité. Je vais couper ce téléphone. Bon, ben voilà, ça c'est quelque chose qui se passe là maintenant, quoi. Mm. Ouais, ce que je constate, Beaucoup d'innovation. ouais, ce que je constate, c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus prêts à entendre ce type, par exemple, d'accompagnement et de déborder sur une émotion et de même dans un groupe de pouvoir se permettre d'en parler ou, d'être beaucoup plus à l'écoute et d'avoir une certaine spiritualité qui peut se dégager dans un accompagnement. Et c'est ce que je constate Hum, aussi. Je me demande, voilà, et je pense qu'effectivement, on va vers une évolution des techniques qui vont changer, qui ne peuvent que changer, je pense. Et je Euh, dirais qu'il y a aussi de la joie qui est là, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de créativité qui se libère en ce moment. Je travaille aussi avec une méthode de coaching qui s'appelle la méthode Aristote, qui est une méthode basée sur les talents. Bon, et on va chercher ces personnages talents et on apprend à les faire vivre ensemble, etc. Et la joie qui se dégage de cette créativité, c'est surtout dans une période comme celle que nous vivons en ce moment, c'est génial de se dire, voilà, il y a des choses comme ça qui émergent aussi. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont fait, qui t'ont débloqué, qui t'ont poussé vers certaines techniques ou bien vers une évolution personnelle? Il y en aurait tellement, je ne sais pas s'il faut faire rétroactif ou dans un sens ou dans l'autre. Si je pars des plus récents, disons que en ce moment, oui, je travaille donc avec l'approche clean, qui a été donc inventée par Alain Kérol et Anne-Brigitte de Courten, donc Institut de Coaching International. C'est une méthode où on apprend à vivre ses émotions, les laisser évoluer. C'est une approche thérapeutique à très court terme qui donne des résultats fantastiques. Bon, j'ai beaucoup de gratitude envers Alain Kérol et d'admiration pour son esprit pionnier. Je dois dire que c'est quelqu'un, enfin, j'ai encore eu il y a 15 jours une discussion avec lui sur la spirale dynamique. Il dit ah oui, 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 j'ai lancé ça en France il y a 15 ans. C'est incroyable, en fait, dès que tu te lances un truc que tu crois nouveau, en fait, lui, il y a 20 ans, il était déjà dessus. Quoi. Il y a des gens comme ça. Mm. C'est extra. Bon, bien sûr, je parlais d'Aurore la Fougère. Alors, la spirale dynamique, j'en avais entendu parler aussi dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui a été traduit en français d'ailleurs. Parce qu'il y a des personnes, et il y a des livres aussi, il y a des livres qui m'ont énormément influencé. Je pense au livre de Servigne et Chapelle, L'entraide, d'autres lois de la jungle. Pour moi, c'est un manuel. C'est plus qu'un Mm. livre, c'est un livre de chevet en tout cas. Un des plus beaux livres que j'ai vus sur l'intelligence collective, très fouillé, très étoffé. J'ai parlé de Christine Marsan, qui est quelqu'un avec qui j'ai un dialogue constant sur plein de sujets extrêmement importants, qui fait un travail de pionnière, de défrichage magnifique, qui a fait un gros travail pour rassembler aussi des gens, la convergence des transitions avec Alain Aubry, des choses comme ça. Et franchement, Vincent, il y en aurait tellement à citer, j'aurais peur d'en oublier. Oublié. Mm. Euh,
Pour les gens qui ne connaissent pas la spirale, est-ce que tu peux définir assez rapidement la spirale dynamique? Parce qu'on en parle, mais il y a des gens qui vont nous écouter qui ne vont pas savoir ce que Volontiers, oui, c'est. tout à fait. En fait, c'est un modèle qui a été élaboré donc par le professeur de psychologie Clark Graves, qui était contemporain de Maslow. Alors Maslow, beaucoup de gens connaissent bien sûr la pyramide des besoins, et c'est pas très éloigné d'ailleurs. Et en fait, Graves était quelqu'un qui s'est posé une question et qui a posé à ses étudiants une question qui était comment définiriez-vous une personne mature, une personne autonome, etc. Et à partir des réponses, il a fait de travail pendant 20 ans. Il reposait la question à des milliers de personnes. C'était vraiment de la recherche expérimentale. Et il a commencé à définir, il s'est aperçu qu'il y avait des niveaux de conscience. Donc il a créé d'abord un modèle qui s'appelait ECLET. Alors c'est évolutif. Enfin, son idée, c'était de comprendre comment l'évolution continue à travers la constitution des cultures et de la psyché humaine. Et il s'est aperçu que les deux étaient articulés et que de façon très intéressante, en fait, eh bien, ce développement se fait en réponse aux conditions de vie. Et donc nous vivons, enfin nous, l'humanité et puis les individus, rencontrons des conditions d'existence de plus en plus complexes. Donc depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, avec l'environnement, les milliards d'informations qui nous entourent. Et cette évolution se fait par un mouvement en fait qui transcende et inclut chacun des niveaux précédents. Donc c'est pas je passe de A à B et de B à C, c'est A s'enrichit comme un arbre finalement dont le tronc s'élargit en rajoutant des strates comme ça de plus en plus. Mais le cœur est toujours présent. Et donc l'homme préhistorique est toujours présent en nous aussi, avec ses réflexes, ses besoins de survie, etc. Dans le petit bébé comme dans l'individu. Donc ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit ces différents niveaux culturels, donc depuis pratiquement la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et surtout il rend compte de l'évolution actuelle. Donc on pense à tout ce mouvement des années 60, ce mouvement un peu post-capitaliste, qui voudrait remettre un peu d'harmonie, un peu de sensibilité, n'est-ce pas, dans la vie, quoi. Et puis le mouvement qui arrive encore après, qui est très inclusif, qui travaille beaucoup en réseau, qui est très systémique, donc qui donne une résonance aussi à ce mouvement de la systémique qui est là. Et on voit apparaître de plus en plus de personnes qui aujourd'hui sont dans ce mode de fonctionnement. Je pense dans les nouvelles générations, ou certaines personnes autour de nous. Je pense à des gens qui ont rendu compte de ça, des gens comme Edgar Morin, par exemple en France, mais il y en a d'autres dans d'autres pays. Et une des raisons pour lesquelles, oui, j'aime bien ce modèle, c'est qu'il est évolutif, justement. Il y a cette idée de cette double spirale des conditions d'existence et de la personne, qui explique aussi les moments de régression, par exemple, également, que parfois le changement est trop difficile et donc on redescend d'un niveau parce qu'on n'y arrive pas et qu'il faut reprendre son élan. Donc quand on est dans l'accompagnement du changement, bien sûr, c'est magnifique parce qu'il y a une vraie réflexion de Clark Graves sur ce mouvement-là. C'est cette idée on va d'un alpha vers un nouvel alpha et par quoi on passe et quels sont les deuils à faire, quel accompagnement, quelles ressources on va aller chercher en soi ou dans l'univers. Donc, ce n'est pas une méthode d'accompagnement, ce n'est pas une méthode de coaching. C'est un modèle, mais qui est descriptif et même prescriptif, parce qu'il peut pratiquement décrire ce qui va se passer, ou l'évolution en tout cas des sociétés d'après les formats. Et surtout, il permet de transcender les cultures et donc de trouver en fait une approche transversale et qui est réellement. Alors, si je dis universel, attention, c'est pas universel du point de vue du contenu, c'est comme une sorte de grammaire. Une grammaire qui permet d'écrire aussi bien des pièces de théâtre que des films, que le journal, que des tweets. Mais voilà, quand on a la grammaire française ou anglaise, les travaux de Grace, c'est comme une grammaire. Il ne décrit pas les contenus, mais la manière dont nous produisons des contenus, des cultures, des idées, des valeurs, des croyances, etc. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'envisager, je dirais, une communication authentique entre les cultures, entre les générations, transcender un peu l'altérité sans la réduire, de conserver la saveur de la singularité qui, pour moi, est presque une obsession. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que nous allons, c'est ce que décrit Morin aussi dans ses livres, quand il parle de la merveille d'une fleur qui est un point d'aboutissement de l'évolution tellement extraordinaire et qu'on arrive à cela par différenciation de cellule en cellule. L'évolution, c'est ça. On ne va pas vers tous pareil, on va vers de plus en plus différents, de plus en plus singuliers, mais on peut être singulier dans l'harmonie. Et ça, je trouve que c'est une promesse intéressante. D'accord. Et merci pour ces explications. Actuellement, on parle beaucoup de neurosciences. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu abordes pour permettre de découvrir son potentiel ou pas? On en parle beaucoup dans la méditation, on fait des expériences de neurosciences chez des grands méditants. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'apporte quelque chose
Pas pour le moment. Oui, 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 je m'y intéresse. Alors, je m'étais intéressé déjà à la neurologie. J'avais lu les livres d'Oliver Sacks que je trouvais extrêmement intéressants. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, etc. Bon. Puis j'ai continué à suivre. Et c'est vrai que aussi bien Franz de Waal, l'âge de l'empathie, bon, enfin, beaucoup d'autres aujourd'hui se sont intéressés aux neurosciences. Euh, il y a un petit danger d'essayer de leur faire dire tout un tas de choses. Bon, moi, je m'intéresse aux neurosciences, mais à côté d'autres choses. C'est-à-dire que je trouve que les sciences expérimentales demeurent extrêmement importantes. Je pense par exemple, dans l'intelligence collective, il y a ce qu'on appelle le jeu du bien commun. Bon. Ouais. Et ce n'est pas des neurosciences, on ne va pas regarder l'intérieur du cerveau, on met les gens dans une expérience et on regarde ce qui se passe. Et pour moi, il me paraît fondamental de justement continuer à accorder toute son importance à l'expérience. Et l'expérience scientifique, rationnelle, avec un retour d'expérience, avec tout ça, quoi. Donc, neurosciences, oui, bien sûr, d'autant qu'elle confirme beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je bien fait de la méditation sur tout ça, tant mieux. Je me suis intéressé beaucoup aux travaux de David, pardon, pas David, justement, Émile Servan-Schreiber, qui a écrit Super Collectif. Bon, et pourquoi pas l'apport de technologie. Je suis totalement ouvert à ça, à condition qu'on soit toujours dans le respect du vivant, des lois du vivant. Et là, par contre, je suis, comment dire, oui, méfiant de certains enthousiasmes tels que le transhumanisme, même le big data, etc. Si la technologie et la science sont au service du vivant, très bien. Si on tombe dans une espèce de fascination de la technologie pour la technologie ou la science pour la science, car cette tentation existe et est très forte en ce moment, je dis attention. Attention. Je crois que la réflexion, les valeurs, la philosophie doivent toujours être plus importantes que la technique. Ouais. En tout cas, elles doivent l'éclairer et l'orienter. Ouais, la réflexion que je me faisais, moi, avec les neurosciences, c'est est-ce qu'il n'y avait pas, du fait du développement des explications que l'on pouvait avoir pour certaines techniques, une dérive, en fait, qui n'était pas forcément très, qu'on pouvait considérer comme éthique ou comme, comment dire, empathique vis-à-vis des personnes et qu'on utilisait à des fins, à d'autres fins. Et du coup, j'avais une certaine méfiance vis-à-vis de ça. Je suis content de savoir qu'avec neurosciences, on confirme certaines choses qu'on faisait des fois de manière empirique, comme la PNL. On confirme que ça Oui. marche, que la méditation, ça marche et que OK. Mais j'ai effectivement aussi une certaine méfiance vis-à-vis de l'utilisation qu'on peut en faire. Je suis d'accord avec toi. Il y a une question tu parles beaucoup d'intelligence collective. Tu dis que tu enseignes l'intelligence collective. Du coup, comment tu le fais? Tu l'enseignes dans un cadre précis, dans une école, une université? Oui. Alors, au début, j'ai commencé à l'enseigner donc à Paris 3. Et donc, voilà, c'est un cursus. Bon, c'est 18 heures, hein, c'est 3 samedis, c'est très très peu, ça passe très vite, mais j'ai réussi à créer en fait, une expérience suffisamment puissante pour que dès le premier jour, 40 personnes qui ne se connaissent pas, qu'est-ce que je dis dès le premier jour, dès la première demi-journée, en fait, 40 personnes qui ne se connaissaient pas quelques heures auparavant, créer voilà, un groupe soudé, une communauté apprenante, en fait, ou une communauté d'apprentissage, et qui vraiment voilà, vit cette expérience. Et donc, l'idée, c'est un peu comme dans les nouvelles pédagogies, on vit l'expérience, puis on en déduit la théorie. Au lieu de faire la théorie d'abord, l'illustration après. Et grâce à ce petit laboratoire, entre guillemets, ça m'a permis de décrire certaines choses que je raconte dans mon livre, dans le deuxième. Et puis, eh bien, comme j'enseigne le coaching des équipes à l'Institut du coaching international, j'apporte évidemment cette dimension d'intelligence collective aussi. Là aussi, c'est très expérientiel. Hein, on vit des exercices pratiques en groupe, grand ou petit. Et l'idée, c'est de créer, je dirais, créer des ambiances, des expériences, des occasions, des scénarios, je pourrais même dire scénariser en fait les conditions d'émergence de l'intelligence collective. Et quand on l'a vécu, voilà, on vit, c'est un peu comme pour la méditation, on peut expliquer méditation, mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas vraiment ce que ça fait. Et l'intelligence collective, c'est pareil, il faut la vivre cette joie, aussi cet enthousiasme qui émerge. Bon, c'est en train de se passer là, c'est maintenant. Voilà. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme un groupe de musiciens qui tout d'un coup, ça s'accorde, l'harmonie est là, ou des joueurs de foot et ils se font une passe, la deuxième passe, il y a quelqu'un qui marque le but. Et voilà, c'est bon. Et
Et il y a quelque chose quand même alors on dit magique, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui est dans une dimension spéciale qui se passe là, quoi, qui est merveilleux. D'accord. En fait, c'est comme si on partait de quelque chose d'expérimental ou on expérimente une situation et puis progressivement on se rend compte du fonctionnement et on va vers Oui, en fait je dirais de la pratique vers la théorisation du coup. oui, c'est ça. De l'expérimentation, on arrive à en déduire certaines théories ou certaines explications, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Oui. D'accord. Il faut vivre d'abord l'expérience et c'est à travers le débriefing qu'on va acquérir les principes théoriques. Ok. Comment on en vient à écrire des livres? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? J'ai Enfin, toujours aimé écrire. ouais. C'est quelque chose que oui, je fais ça depuis toujours. Ah bon, j'écrivais beaucoup de choses. Puis pendant un temps, je m'étais éloigné, disons, des formes d'écriture littéraire. Et quand je suis rentré en France en 2010, ben, parmi les défis que je m'étais donné, il y avait le défi d'écrire un blog. Et donc, voilà, c'était pendant 3 mois, le défi d'écrire tous les jours. Et j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et du coup, d'échanger aussi avec les lecteurs. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et ce qui était amusant, c'est que ben, une de mes amies aux Philippines m'avait, entre guillemets, dit quoi, que bon, un jour, j'écrirai un livre. Elle appelait ça une espèce de syllabus, quoi, un livre professionnel. Et je dis, oui. Et c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre, donc j'ai créé beaucoup de contenu, des schémas aussi, tout un tas de choses. Et il y a un moment, enfin, l'idée est venue. Je me suis dit, oui, je voudrais écrire sur les projets, je voudrais écrire sur l'interculturel, ben, pourquoi pas combiner les deux. Et j'ai eu la chance de rencontrer une éditrice à la Chambre de commerce franco-anglaise, vraiment une espèce de rencontre comme ça, complètement par hasard. Puis je suis allé la voir, j'ai proposé le sujet et tout de suite elle l'a pris. Et donc, voilà, la FNOR était mon premier éditeur. Et bon, bah donc j'ai cherché un co-auteur. J'avais l'intuition que ce serait mieux d'écrire ensemble avec quelqu'un et je suis allé chercher David Coliquet. Encore une fois, c'était vraiment une très belle expérience de travailler en commun, une grande fluidité et le plaisir d'écrire. Enfin, c'est drôle, on s'amuse à écrire. C'est un livre professionnel, mais en même temps, on l'écrit un peu comme un petit récit, un roman, avec un personnage qui s'appelle Alice, qui monte des projets, etc. Bon, qui travaille une fois qu'il fait des satellites. Euh, il y avait de la joie, c'est jubilatoire d'écrire, surtout dans ces conditions-là. Le plaisir de la recherche aussi, parce que j'ai vraiment un esprit de chercheur, j'adore emmagasiner des bouquins, des connaissances, et à un moment, bah, remettre en forme, restituer, c'est un peu le côté un peu ingénierie, quoi. Voilà. Le deuxième a été plus difficile. Ça m'a pris beaucoup plus de temps, pratiquement 2 ans, parce qu'il y avait beaucoup de recherches, de lecture. Et puis, quand on lit des trucs depuis 10, 15 ans, on ne se souvient plus où c'était, il faut repartir là-dedans, dans les références et tout. Et en plus, c'était étonnant parce que je continuais à pratiquer, donc j'avais des nouvelles expériences, des nouvelles choses à raconter. Là, ça m'a demandé énormément de discipline parce que j'avais déjà beaucoup de travail, et donc écrire le soir, écrire le week-end, écrire pendant les vacances. Là, pendant 2 ans, j'étais dans un espèce de tunnel, vraiment. Euh, mais ça a été l'occasion aussi de faire relire par un certain nombre de personnes, des coachs, des praticiens, et tout ça. Euh, donc déjà un dialogue, et ça, c'est le côté sympa. Voilà, un moment, donner forme à quelque chose qui était informe. C'est plaisant. Très bien, merci. Donc, ton actualité prochaine, c'est la sortie du livre en Ouais, février. ouais. Le temps passe très vite et donc je vais te libérer. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à notre entretien? Est-ce que tu pourrais... Si je voulais résumer, effectivement, nous sommes aujourd'hui mi-décembre 2020. Une année qui a vraiment été difficile pour beaucoup de gens, comme je le disais au début, et dans laquelle il y a aussi des paillettes de lumière, il y a des paillettes de transformation, hein, ce que les biologistes appellent des cellules imaginales. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est en train de se faire, qu'effectivement, il y a beaucoup de chenilles qui sont en train de devenir des papillons dans beaucoup d'endroits en ce moment. Mm. Donc, j'ai envie de dire, cherchez les cocons, cherchez les papillons et n'ayez pas peur de la transformation. Parce que peut-être que pour la chenille, le papillon est une catastrophe, mais quand on commence à voler dans la lumière du soleil, c'est quand même bien sympa. Ouais. Très bien. Ben, merci beaucoup, Robert, pour ce partage. J'aurai encore de nombreuses questions, mais je te libère et merci pour ce temps accordé, pour cet échange qui était riche en enseignements avec des notions
que je pense beaucoup de personnes ne connaissent pas, comme la spirale dynamique et l'intelligence connective. On en entend parler, mais c'est un peu flou pour beaucoup de personnes. Et je te remercie des explications que tu as pu donner. C'est toi. Merci pour la générosité de ton échange. Et à très bientôt. Je te souhaite une belle soirée. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Au revoir. Merci Vincent. Au revoir.